Mesdames et messieurs les vice-présidents, mesdames et messieurs les maires, mesdames et messieurs les élus, chers collègues, j'ouvre la séance du Conseil en demandant à Aymeric Sall de bien vouloir procéder à l'appel. Bonsoir à tous. Murgia Arnaud, Présent. Valdener Catherine, Pétieux Éric, Barnéou Claire, Newsbaum Richard, Émilie Desmoulins est excusée, elle a donné pouvoir à Annie Astier-Conversé, Julien Christian, il va arriver, Annie Astier-Conversé, Caponi Jean-Marc, Aschettino Corinne, Martin André est excusé, il a donné pouvoir à Richard Newsbaum, Stripnikov Michel, Michel Patrick, Zosa François Maryse, Schwartz Thomas, Gabriel Léon, Dardenne Francine, Vioujas Jean-Franck, Pic Jean-Pierre, Ré Jean-Marie. Qu'y a-t-il, monsieur Caboni? Ah, non, on vous écoute sinon. Payan Muriel, Hermite Guy, Oui, présent. Chrétien Claudine, Leroy Pierre, Faubert Vincent, Chanfray Corinne, Puis Hervé, Blanchard Catherine est excusée, elle a donné pouvoir à Hervé Puis, Michel Marine, moi-même je suis présent, Père Ligil est excusé, il m'a donné pouvoir, Aymar Thierry, voilà. Fonce Olivier, Fine Sébastien, Masson Jean-Pierre, Arnaud Patricia. Merci. Le quorum étant atteint, j'ouvre la séance du Conseil, chers collègues. Quelques mots, si vous me le permettez. D'une part, pour vous dire que dans la continuité des débats que nous avions eus avant l'été, nous serons amenés à voter, je l'espère en tout cas, tous ensemble, une motion en faveur de la situation que nous avons vécue sur les inondations du mois de juin, une motion qui appelle à une revoyure et une réaction, si j'ose dire, de l'État sur un certain nombre de dispositifs législatifs. Je pense bien entendu à la loi sur l'eau, je pense bien entendu à la GEMAPI et à l'ensemble de ces sujets dont on a bien vu dans le cadre de crises dont on sait qu'elles sont liées au dérèglement climatique que les textes de loi qui encadrent finalement la montagne ne nous permettent pas aujourd'hui une efficacité, voire, et nous le vivons au quotidien, Corinne Chanfray est ici très bien placée pour en parler, comme de nombreux maires qui ont subi des dégâts, des grandes difficultés pour opérer. Cette situation des inondations m'amènera aussi à vous proposer le vote d'une subvention exceptionnelle en faveur de la commune de La Grave pour reconstruire, ce ne sont pas des montants énormes, c'est tout à fait symbolique et j'espère que vous le comprendrez bien, mais pour reconstruire un pont romain qui est en bas de la commune, qui donne l'accès à un peu tous les sentiers finalement qui sont à Lubac. Et ce pont se retrouve finalement le seul à être endommagé et sous compétence communale. Et je sais les difficultés qu'a la commune pour faire face aux nombreux travaux liés à l'ensemble de ces dégâts, même si la CCB a pris toute sa part sur sa compétence, celle de GEMAPI, que le département le fait aussi. Je salue les conseillers départementaux présents, Éric Claire et Marine, sur ce qui relève des routes départementales, mais on sait à quel point les dégâts ont été nombreux, puis surtout réguliers. Donc j'espère que vous voudrez bien apporter ce geste de solidarité envers la commune de La Grave. L'actualité aussi des jours qui viennent, c'est bien entendu
la garantie financière de l'État sur les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 qui devrait être signée dans les toutes prochaines heures, puisque vous l'avez probablement lu ou entendu, le ministre des Sports a confirmé que le Premier ministre Michel Barnier, après la déclaration de politique générale qui vient d'avoir lieu, engagerait l'État définitivement en faveur des Jeux Olympiques et Paralympiques. Je voudrais m'en féliciter et dire ma joie que nous puissions enfin, après ces mois finalement, ces semaines plutôt, non pas d'incertitude, puisque nous avons gagné, été lauréat de ces Jeux auprès de l'Assemblée Générale du CIO le 24 juillet dernier, mais nous savons désormais que tout est aligné pour que nous puissions nous mettre au travail. Ces garanties financières permettra tout simplement de lancer, à l'initiative de l'État et des deux régions, la création et la mise en place à la fois du COJOP, pardon, le comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques, qui aura en charge de l'organisation des épreuves en elles-mêmes et bien entendu de l'ensemble de l'organisation de cet événement qui est, vous le savez, très importante. La Solidéo aussi qui sera créée, je l'espère, dans les toutes prochaines semaines et qui permettra, comme elle l'a déjà fait pour Paris 2024, de piloter les chantiers d'infrastructure et Dieu sait qu'ils sont nombreux, vous le savez bien. Ce sont, je le crois, à la fois de très bonnes nouvelles, mais aussi le début d'un long chemin, d'un long travail qui engagera la totalité de notre territoire. Le président de la région, hier, a rappelé les priorités qui étaient les siennes, le désenclavement ferroviaire, le désenclavement routier, et bien entendu, si j'ose dire, l'idée de construire à travers ces Jeux Olympiques un modèle pour notre montagne durable, sobre, mais aussi tourné vers l'avenir. Et je partage ce qui a été dit par le président de région, par les deux présidents de région, et qui nous a amené à être un certain nombre hier soir, Guillermit Emerick Sall notamment, a participé à la symbolique passation, si j'ose dire, de délégation, de la délégation de la région pour Paris 2024 et maintenant pour les Jeux 2030. Je m'en réjouis et je nous appelle tout simplement, dès lors que l'État aura mis en place toutes les structures qui nous permettront de travailler, à nous mettre autour de la table pour travailler ensemble à ces chantiers qui seront probablement importants et dont les enjeux le sont tout autant. Voilà, mesdames et messieurs, pour ces quelques propos liminaires. Je me permets de manière beaucoup plus formelle de vous préciser que je retirerai de l'ordre du jour la délibération numéro 6, qui est une délibération de commande publique. Vous savez que le Conseil communautaire avalise les délibérations de la CAO, si ce n'est que la commission d'appel d'offres qui devait se tenir hier, pour des raisons de quorum, ne s'est pas tenue, elle est reportée à la semaine prochaine. Je vous proposerai donc du coup que nous reportions cette délibération au prochain Conseil communautaire tout simplement, mais il n'y a rien, même si c'est des marchés qui concernent le quartier Berwick, ça peut attendre 2 ou 3 semaines, ça n'est pas dramatique. Voilà, mesdames et messieurs, je ne serai pas le plus long. J'ouvre la séance du Conseil communautaire en vous demandant s'il y a des prises de parole liminaires. Je veux bien. Monsieur le Premier vice-président, vous avez la parole. Mesdames et messieurs, chers collègues, entendre le président, notre président, évoquer ce qui était la cérémonie hier à Marseille, c'est à la fois prendre conscience de ce que les GIO de Paris ont fait naître en termes de solidarité, en termes de respect des valeurs, la liberté, l'égalité, la fraternité, mais aussi de ce que peut représenter la devise olympique, plus haut, plus vite, plus fort. Et pour être précis, la France a 6 ans pour inventer ces nouveaux JO avec des cahiers des charges sportifs, environnementaux, transgénérationnels, dépassant les clivages politiques stériles, les idéologies souvent agressives. Je pourrais participer dans tout ce qui peut être des dialogues à ce qui est la conviction, la défense, la volonté d'un pays comme le nôtre de regarder demain avec ce que nous, ici, à la communauté de communes, on projette et de faire en sorte que nous rédigeons actuellement ce qui sera demain des JO qui veulent marquer la fin d'une époque et célèbrent la naissance d'une nouvelle ère à l'échelle d'une vision humaine. Je vous salue, merci. Merci beaucoup, je partage ces propos. S'il n'y a pas d'autres prises de parole, je vais vous demander, chers collègues, si vous avez des remarques ou des questions à la fois sur le compte-rendu du dernier conseil ou sur les décisions et arrêtés. S'il n'y en a pas, je vais mettre aux voix le compte-rendu du conseil. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions? Il est adopté.
Le compte-rendu des décisions du président, y a-t-il des oppositions et des abstentions? Il est adopté. Le compte-rendu des décisions du bureau, y a-t-il des oppositions et des abstentions? Il est adopté. Et enfin, les arrêtés, y a-t-il des oppositions et des abstentions? Je vous remercie, il est adopté. L'ordre du jour appelle à l'approbation du règlement intérieur de fonctionnement du centre social intercommunal et la parole est à Jean-Pierre Pic. S'il veut bien appuyer sur le bouton. Merci. Olivier. Oui. Vous venez de l'adopter, je suis absolument confus. Et du coup, désolé, mais c'est à Émeric Salles que je vais passer la parole. Oui, donc la première délibération de ressources humaines, elle concerne tout simplement le conventionnement avec le centre de gestion des Hautes-Alpes. Donc vous le savez, le centre de gestion nous propose un certain nombre de dispositifs concernant la gestion des ressources humaines. Et donc en l'espèce, la collectivité souhaite adhérer au dispositif proposé par le centre de gestion concernant le recueil et la prise en charge des signalements des actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d'agissements sexistes. Donc la mission proposée, elle nous permettra de disposer d'un dispositif spécifique permettant de recueillir donc, ces signalements, donc ceux des agents dans un cadre de confiance, de neutralité, d'impartialité, d'indépendance et bien sûr respectueux de la demande d'anonymat. Ça nous permettra aussi de bénéficier d'une expertise et aussi d'un accompagnement individualisé et personnalisé pour les agents. Et donc, à noter qu'il n'y a pas d'incidence financière puisque ça rentre en compte dans la prise en charge de la cotisation, donc de la convention déjà en place avec le CDG. Et donc, ça ne rentre sans tarification supplémentaire. Merci. Est-ce que ça appelle des questions ou des remarques? Je vais donc la mettre aux voix. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions? Je vous remercie, elle est adoptée. Monsieur Salles, vous avez à nouveau la parole pour la modification du tableau des emplois. Oui, donc comme à chaque fois, une modification du tableau des emplois de la collectivité. Donc la première modification, elle concerne le pôle cohésion sociale et territoriale, et plus particulièrement donc, le centre social intercommunal. Donc le poste de directeur des accueils de loisirs va évoluer vers un poste de responsable secteur enfance, donc en accord avec l'agent. Le fait que les missions s'élargissent dans ce sens-là, il est nécessaire de modifier donc d'une part la cotation du poste. Donc au RIFSEP, on passerait d'un groupe 4 à 5 puisque les missions évoluent. Et enfin le libellé du poste, donc en rajoutant le fait que le poste évolue vers un responsable secteur enfance. Voilà pour la première modification. La seconde modification envisagée, elle concerne le pôle cohésion sociale et territoriale, et donc là le conservatoire. Vous le savez, le poste de directeur de conservatoire, il est vacant depuis juin 2023, et donc un candidat va être recruté ce mois-ci par voie contractuelle. Et donc ce sera sur le grade de professeur d'enseignement artistique, donc il est nécessaire de modifier le cadre d'emploi dans ce sens, pour également avoir le régime indemnitaire qui s'y associe. Enfin, la troisième modification, elle concerne le pôle ingénierie et gestion technique, et plus particulièrement le service gestion et valorisation des déchets. Donc, suite à une mobilité interne et au regard des évolutions des besoins du service, il vous est proposé de modifier un poste en agent polyvalent de 3e niveau vers un poste d'agent polyvalent de 2e niveau. Cette modification, elle affecte les missions qui seront données à ce poste et donc à l'agent. Et donc pour cela, il est nécessaire de modifier la cotation du poste. Donc cette fois-ci d'un groupe 3, on passe à un groupe 2 au RIFSEP, mais également le libellé du poste, donc d'agent polyvalent de 3e niveau à agent polyvalent de 2e niveau. L'incidence financière, elle est minime. Elle passe donc pour le différentiel d'IFSE de 2 262 € par an concernant le poste pour le centre social. Pas d'incidence financière pour le CRIB et le différentiel d'IFSE donc de la troisième modification. Donc cette modification de régime indemnitaire, là ce sera une moins-value de 1044 € par an. Je vous remercie. Merci. Est-ce que ça appelle à des questions ou à des remarques? Monsieur Finn.
Une question concernant le conservatoire. Donc, vous avez dit que depuis juin 2023, la direction était vacante. Elle a été assurée par une personne en intérim ou elle a été assurée par une N+1 qui s'est occupée de cela, premièrement. Et deuxièmement, puisque il y a cette création-là, donc il y a un recrutement qui doit être programmé dans les prochaines semaines. Et est-ce qu'on a déjà des réponses de candidats? Parce qu'on sait que le recrutement dans nos zones sont un peu compliqués, quoi. Voilà. Alors, concernant la première question, c'est Madame Vassar, et on la remercie, qui a fait l'intérim jusqu'ici. Et donc, justement, la modification qui est proposée, c'est justement parce qu'il y a un recrutement. Et d'une personne qui arrive le 4 novembre. Donc, il y a bien quelqu'un. Pardon? Ah, c'est pas quelqu'un qui vient de la collectivité, c'est, c'est si pas ma un mémoire est bonne, quelqu'un qui vient du département du Nord. Voilà. Mais naturellement, on vous le présentera dès le prochain conseil communautaire, comme ça, comme nous avons l'usage de le faire, bien entendu. Ça répond à votre question? Très bien, merci. Je vais donc mettre cette délibération aux voix. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions? Abstention. Elle est adoptée. La parole est à nouveau à Monsieur Salle. Et une dernière délibération concernant les ressources humaines. Donc cette fois-ci, elle concerne l'adhésion à un groupement d'employeurs. Vous le savez, la collectivité souhaite faciliter le recrutement d'apprentis. Et donc ça nous permettra d'accompagner la formation de jeunes du territoire, mais aussi de répondre à des besoins futurs concernant certains métiers qui sont en tension, notamment la petite enfance et les chauffeurs de collecte. Et donc pour cela, il vous est proposé d'adhérer à un groupement d'employeurs, ce qui nous permettra de renforcer des partenariats et donc de faciliter ce recrutement-là, mais aussi de faire des économies, notamment sur des frais pédagogiques qui s'affairent à ces recrutements-là, mais aussi de permettre d'aller au-delà en fait de ce qui est permis par le CNFPT, c'est-à-dire actuellement la prise en charge de 2 contrats par an. Très clair, si ça n'appelle pas de questions, je le mets aux voix. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions? Je vous remercie, elle est adoptée. La parole est à Olivier Fons pour les délibérations financières. Oui, la première délibération concerne des mises à jour des autorisations de programme et crédits de paiement dont vous avez eu le détail et qui sont commandées principalement par l'efficacité des travaux de la cité administrative qui nous permettent d'anticiper des dépenses prévues sur 2025 et de les affecter sur 2024. Et en contrepartie, bien évidemment, il va falloir décaler un certain nombre d'autres opérations qui étaient prévues pour 2024, les reporter sur 2025. Donc aucune incidence particulière. Ce sont bien sûr des dispositions et des décisions que nous avons tous prises et qui sont donc confirmées par ces modifications d'autorisation de programme crédit de paiement. Donc s'il n'y a pas de questions particulières, je demande au président de mettre ces modifications aux voix. Alors, pas de questions, mais moi je voudrais juste féliciter le travail des entreprises qui sont engagées sur le chantier, puisque ce qui vous est demandé en fait, c'est de délibérer, puisqu'on a des entreprises qui travaillent trop vite, et un chantier qui, à ce stade, ne soyons pas présomptueux, se déroule plutôt très bien. Donc c'est plutôt une heureuse nouvelle, et je voudrais féliciter vraiment les entreprises et bien entendu les équipes qui mènent ce chantier à bien, qui n'est pas neutre. Un chantier de réhabilitation, c'est toujours difficile, et je crois savoir en plus que celles et ceux qui ont pu le visiter, que ce soit les élus ou les administrés lors des journées du patrimoine, ont été vraiment enchantés par la qualité de ce projet. Je crois que tout le monde a découvert ces dernières semaines, notamment la façade dont on voit la restauration et la qualité du travail qui a été fait. Moi, je voudrais vraiment m'en féliciter en vous disant bien entendu que nous sommes en cours de travail avec toutes les équipes pour essayer d'anticiper au mieux à la fois les nouveaux usages du bâtiment et les collaborations entre les services et aussi le service offert aux administrés et bien entendu le déménagement qui ne sera pas une mince affaire à la fois du côté de la ville mais aussi du côté de la communauté de communes. En tout cas, à ce stade, ce chantier se déroule vraiment très bien et c'est une heureuse nouvelle que de voir que nous sommes capables et que nous avons l'ingénierie aussi de porter un projet somme toute à 20 millions d'euros, ce qui n'est pas neutre dans l'histoire de notre territoire, malgré le fait que finalement ils ne nous reviennent pas tant cher que ça, si j'ose dire. Je vais donc mettre, sauf s'il y avait des commentaires de votre part, cette délibération en voix. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions? Je vous remercie. Elle est adoptée, malgré une abstention de Madame Dardenne. L'ordre du jour appelle à l'examen de la DM3. Oui, donc dans le prolongement
de ce qu'on vient d'évoquer en investissement, il va y avoir donc une modification budgétaire et également concernant le fonctionnement lié à l'augmentation de charges à caractère général, qui sont des charges qui sont induites par la conjoncture et également par des décisions qui sont prises en conseil communautaire. Donc notamment 210 000 € de charges supplémentaires liées à la collecte des déchets sur la Haute-Romanche et des variations de tonnage, 186 000 € qui sont liés au réseau de transport collectif et 30 000 € pour des questions budgétaires liées à l'augmentation de carburant, du prix des carburants. Heureusement, ces dépenses de fonctionnement sont partiellement comblées par une majoration de la fiscalité liée au versement mobilité, puisqu'on enregistre 347 000 € supplémentaires de recettes, et qui laisse apparaître donc une différence de 140 000 qu'il va falloir donc transférer du fonctionnement sur l'investissement en diminuant le versement de la section de fonctionnement à l'investissement pour compenser également toutes les modifications qu'on a évoquées sur l'investissement. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions ou des remarques ou besoin de précision, même si ce sujet a été largement abordé en commission, sur notre DM3? S'il n'y en a pas, je vais mettre la DM3 au voie. Y a-t-il des oppositions? Il n'y en a pas. Des abstentions? Il y en a une. La DM3 est adoptée. Je vous en remercie pour cet ajustement budgétaire. Je retire la délibération numéro 6. Je vous en ai prévenu tout à l'heure. Elle sera représentée au prochain conseil. Ce qui me permet de vous présenter oui, monsieur Film, pardon. Je suis désolé, j'ai juste une question concernant les finances. Sur la taxe GEMAPI qui a été votée et collectée, on sait la recette attendue? 1 million d'euros, c'est ça? C'est ça, grosso modo? C'était ce que nous avions voté en prévision budgétaire. En clôture budgétaire, on vous donnera le rendu des rôles. Je crois pas qu'on les ait à ce stade. Mais en tout cas, en prévision budgétaire, c'est 1 million d'euros. Inscrit. Je crois que c'était très précisément 900 000. Mais je vous le précise. Enfin, ce qui est peut-être important, c'est de vous le préciser en exécution des recettes plutôt qu'en prévision. Mais en tout cas, c'était 900 000. Et puis vous rassurez, on l'a bien reçu. Mais écoutez, c'est une. Non, mais cela dit, je ne devrais pas rigoler de ce sujet parce que la réalité, c'est que le sujet des dépenses liées à GEMAPI est sacrément important et vous le savez. Et nous le savons tous d'ailleurs. Lorsqu'on a des dépenses qui chiffrent à plusieurs dizaines de millions d'euros si on veut faire l'ensemble des travaux, il faut aussi que la population considère que cette taxe qui est prélevée sur le territoire, elle va être utilisée, on le sait, sur l'ensemble de nos cours d'eau et autres. Tout le monde le sait autour de cette table, mais que ça ne suffira pas. Voilà. Alors, moi, je vous remercie de faire le clair sur ce sujet. Et Eric, tu évoquais en off le sujet, mais je crois qu'il faut être très clair là-dessus. C'est-à-dire que l'État, sur la taxe GEMAPI, d'ailleurs, souvenez-vous de l'historique, nous avions refusé de voter un taux à cette taxe, puisque tout cela en 2020, on était dans une situation assez paradoxale où l'État nous proposait d'un côté d'exonérer des 2/3 la cotisation foncière des entreprises touchées par le Covid et en même temps de toucher d'une taxe GEMAPI. En face, nous avons le sujet suivant. Nous sommes une collectivité qui est parmi les plus hautes du département. Nous sommes donc au cumul de tous les risques sur la gestion des inondations, la protection des inondations et la gestion des milieux aquatiques. Et je crois que malheureusement, ce qui s'est passé en juin, que ça soit à La Grave, que ça soit au Monétier-les-Bains, que ça soit en Val-Louise juste à côté de chez nous ou à la Bérarde dans le département voisin, montre bien l'ampleur des travaux que nous avons à faire sur ces sujets. L'État, une fois de plus, se défausse finalement de ce sujet en disant merci aux intercommunalités de s'en occuper, et puis finalement vous avez qu'à lever une taxe. Si ce n'est qu'en plus de ça, on voit bien qu'aujourd'hui notre budget permet de le préciser par rapport à nos voisins. Je crois que nous avons la chance d'avoir une communauté de communes qui est nettement mieux dotée et nettement plus solide financièrement, eu égard aux recettes fiscales qui sont les nôtres, eu égard aux recettes notamment de nos domaines skiables. Enfin, je pense qu'il faut quand même avoir le courage de dire la vérité. On a quand même plus de chances que d'autres collectivités de montagne qui ont des fiscalités beaucoup plus faibles, qui ne peuvent pas faire face à tout cela. C'est pour ça d'ailleurs qu'on vous proposera, dans la motion qui arrivera dans 2 délibérations, de redire haut et fort que
le seul financement imaginable de GEMAPI, c'est une taxe à minima départementale et logiquement régionale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ceux qui font les travaux pour financer la protection des risques sur les inondations et finalement la préservation de leurs ressources en eau, les payent tout seuls pour sécuriser une ressource en eau pour tout le bassin de vie. Et entre vous et moi, j'ai souvenir de débats au département en 2015 dans lequel le président du département proposait la mise en place d'une solidarité financière fiscale pour GEMAPI au niveau départemental. Ça avait du sens et ça en aurait encore plus si la loi a été changée. En tout cas, ce qui est certain, c'est que cette loi et la manière dont elle est pensée dans son financement est faite pour les plaines et absolument pas pour les montagnes. Et nous en sommes toutes et tous conscients. Et aujourd'hui, nous voyons bien que le budget de la communauté de communes fait face à des dépenses qui sont extrêmement importantes. Je crois que nous opérons des chantiers qui sont importants, notamment dans la plaine alluviale de Névache, mais il y a tant et tant d'autres sujets à traiter sur la protection des inondations. À Briançon, nous pourrions évoquer le sujet de la digue des Craux, et nous voyons bien que c'est un sujet sur lequel les dépenses et la compensation de l'État n'est absolument pas à la hauteur. J'ai entendu cet après-midi que le Premier ministre annonçait une conférence nationale sur l'eau. Je crois qu'elle est bien nécessaire. Voilà, désolé d'avoir un peu dérivé, mais je crois que ce sujet est important. Monsieur Pétieux. Oui, Monsieur le Président, bonsoir à tout le monde. Oui, et là, je pense que la taxe GEMAPI sur les taxes foncières qu'elle nous a quitté très prochainement, plus les augmentations de base, je pense que les augmentations ont quand même fait que la population, alors bien sûr vous allez dire c'est les propriétaires, oui les propriétaires, mais c'est pas indolore quoi. Les deux cumulés, la GEMAPI plus l'augmentation des bases de l'État, c'est pas indolore quoi. Non, mais bien sûr. Nous, en tout cas, nous avons garanti, et nous le faisons depuis le début du mandat, une stabilité totale des taux. Et je pense que nous pouvons être collectivement fiers de n'avoir jamais touché au levier fiscal. Et en tout cas, je vous proposerai bien entendu de continuer à ne pas y toucher. Je rappelle toutefois, pour que nous soyons totalement honnêtes sur ce débat, que les collectivités, voyant l'ensemble de ces dépenses touchées par l'inflation, dépensent. Si les recettes ne sont pas elles-mêmes frappées par l'inflation et si l'État avait gelé les bases, nous serions aujourd'hui en difficulté pour si ce n'est que voter notre budget de manière équilibrée. Et que je crois qu'il faut avoir l'honnêteté là-dessus, de dire que, étant donné que l'ensemble de notre modèle est basé sur l'inflation, que nous le voulons ou non, malheureusement nous sommes liés à cela, sauf à ce que l'État décide de compenser ces dotations-là. Mais j'ai malheureusement peu d'espoir, étant donné que la taxe d'habitation telle qu'elle a été supprimée pour les communes est à ce stade gelée sur son niveau de 2017, alors même que l'inflation n'a jamais été aussi importante entre 2021, 2022 et 2023. C'est un jeu de dupes et, si j'ose dire, un jeu de sable mouvant entre les finances des uns et des autres, dont nous sommes parfois les dépositaires. En tout cas, c'est un état de fait. Mais bien sûr, tout à fait d'accord. Bon, allez, sujet clos. Vous m'arrêtez si je me trompe, la DM3, nous l'avons bien votée. Hein. Très bien. Ce qui me permet de vous dire que si je ne m'empêche pas sur l'ordre du jour, pardon, tout à fait. La délibération 6 étant retirée, je vous propose d'approuver le rapport de la SPL à la région Sud, sans bien entendu vous en faire lecture, d'autant plus qu'elle est, vous le savez, sur le point d'être dissoute et qu'elle n'opère plus sur notre territoire sur aucun projet communautaire. Je vais donc mettre cette délibération en voie. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions? Je vous remercie, elle est adoptée. La délibération suivante appelle au rapport de présentation des actions entreprises à la suite des observations de la Chambre régionale des comptes sur le volet 1, gouvernance, analyse financière et analyse de l'exercice des compétences, développement économique, promotion du tourisme et mobilité. Vous savez que la loi nous oblige à faire état, un an après, des remarques qui ont été faites par la Chambre générale des comptes à la suite de son rapport. La recommandation de la Chambre régionale des comptes était de définir les modalités techniques et financières nécessaires à la structuration de l'Observatoire touristique communautaire tel qu'il a été présenté dans le contrat Espace Valais 1. Je suis, comme je l'ai dit en commission, assez mal à l'aise pour vous répondre sur ce sujet qui a été initié sous la précédente mandature.
dont je ne suis pas dépositaire et que nous n'avons pas poursuivi, en tout cas pas de cette manière, puisque bien entendu le sujet de l'observation des données économiques et touristiques avance. Nous venons d'ailleurs de parler de sujets qui y ont trait. Et en l'occurrence, je crois que sur les questions de taxes de séjour, par exemple, ou sur d'autres sujets, nous avons bien avancé. Mais en tout cas, vous avez dans la délibération la réponse telle que nous faisons, même si elle est un peu datée, étant donné que ce projet d'observatoire n'a pas été suivi des faits après les élections municipales et donc communautaires de 2020. Voilà, je ne sais pas si ça appelle à des remarques ou à des questions de votre part. C'est une obligation légale à laquelle nous nous soumettons, bien entendu. S'il n'y en a pas de remarques, je vais donc la mettre aux voix. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions? Je vous remercie, elle est adoptée. Et la parole est à Corinne Chanfray pour évoquer le projet de motion dont je vous ai été tout à l'heure. Merci, Président. Donc, effectivement, vous l'avez rappelé en propos liminaire, ce qui vous est proposé ce soir, c'est une motion, une nouvelle motion, j'allais dire, hein, puisqu'on en avait déjà voté une en 2022 sur les difficultés d'application de la GEMAPI en territoire de montagne. Donc, vous l'avez évoqué, c'est vrai que aujourd'hui, cette réglementation, cette législation n'est pas adaptée à nos territoires de montagne, puisque au-delà effectivement d'inondations, on a aussi les matériaux qu'il convient de gérer. Donc sur les modalités de la taxe, je n'y reviendrai pas. Je vous rappelle la première année qu'on le fait. Jusqu'à présent, on a pu faire un certain nombre de travaux sans avoir à lever cette taxe. Donc voilà, donc globalement, ce qui est demandé ce soir, eh bien, à l'État, c'est de prendre la mesure des impacts du changement climatique sur les vallées alpines en adoptant une législation garantissant la protection des populations de ces territoires ainsi que leur mode de vie. Il s'agit aussi de modifier le cadre réglementaire de la loi sur l'eau afin de prendre en compte la spécificité des territoires de montagne dans les travaux d'entretien des cours d'eau torrentiels ainsi que la loi GEMAPI pour équilibrer les dépenses dans une logique de solidarité aval-amont. Le président en a rappelé les principes. De travailler enfin une simplification des procédures réglementaires et administratives pour permettre à la collectivité d'intervenir plus rapidement et plus efficacement sur les cours d'eau et par là même de raccourcir les délais d'instruction, notamment quand il s'agit d'anticiper des situations de crise ou d'intervention pour des travaux post-travaux d'urgence, n'est-ce pas, cher Jean-Franck, hein, on connaît ce sujet notamment sur Servières, enfin on l'a aussi sur Val-des-Prés, mais effectivement, on a des besoins urgents, on sait faire, mais on vous explique que ça serait bien de faire des études qui vont coûter encore plus cher et vont durer encore plus longtemps. Donc bien évidemment, on l'a dit, de revoir le principe de la taxe qui n'a de sens qu'à une échelle plus large, à minima départementale, voire régionale, des territoires de montagne ne pouvant supporter à eux seuls les risques et les coûts. Et enfin, de réaliser un nouveau pacte territorial pour la révision de la loi montagne afin de donner aux territoires les outils financiers réglementaires pour leur permettre la préservation de la vie en territoire de montagne dans un contexte de changement climatique. On le voit effectivement tous les jours. Voilà. Merci beaucoup, ma chère Corinne, et je me permets juste d'abonder en vous disant que, selon moi, l'ensemble de ces sujets appellent en réalité à un nouvel acte de la loi montagne, et j'espère que le gouvernement ou le Parlement, à son initiative, ouvrira ce chantier, puisqu'on voit bien qu'un certain nombre de textes qui encadrent ce qui sont des contraintes du quotidien pour nous ne sont aujourd'hui plus adaptés. Je me permets de vous préciser aussi de manière un peu plus formelle que cette délibération fait écho à une délibération qui a été votée par ailleurs à l'unanimité par le conseil départemental. Et enfin, vous redire, et j'en suis sûr en votre nom, toute notre solidarité envers les territoires qui ont été les plus touchés. Je pense bien entendu à la Bérarde de l'autre côté de notre massif. Voilà, mesdames et messieurs. Est-ce que cette motion appelle à des remarques de votre part? Madame Dardenne, vous avez la parole.
Merci, bonjour à tous. Oui, bien sûr, il faut voter cette motion. Elle a déjà été votée hein, une première fois, il y a déjà eu des votes dans ce sens-là. Il me semble que dans les considérants, on aurait peut-être pu aussi parler des événements récents à, dans- à Val-Louise. C'est une communauté de communes qui est aussi très proche de nous et c'est vrai qu'ils ils vont connaître, ils connaissent déjà des problèmes graves euh, sur Val-Louise et l'Argentière même. Euh, il y a des, bon, sur le principe, il faut absolument voter cette motion, c'est évident. Il y a des choses simplement que je ne comprends pas sur ce que vous avez voulu dire par adopter une législation garantissant la protection des populations. Euh, Comment vous voyez ça? Parce que je ne vois pas ce que ça signifie. Et Dans puis, l'avant-dernier considérant? non, là, c'est plus dans le considérant, c'est dans la motion elle-même. Il y a dans les considérants, je pensais qu'il fallait, on pouvait rajouter quelque chose par rapport Alors, à ce qui pour s'est pour passé. votre première remarque, si nous ne l'avons pas fait, c'est pour une raison très simple, Bien c'est sûr, que oui, la motion a a été été écrite et faite, adoptée en commission oui, avant que ces oui, oui, événements oui, arrivent. bien sûr. Donc Mais je comme serais on mal la à l'aise vote de ce la modifier soir, alors que vous l'avez. Bon, après, on la vote ce soir, dans on la peut la motion, mettre, dans la version finale, on peut tout à fait, on peut toujours le effectivement, dans rajouter. le deuxième considérant, rajouter après des Hautes-Alpes et de l'Isère ont connu ce 20-21 juin dernier et qui sont encore intervenus C'est en encore, vallée de c'est très Val-Louise, proche, effectivement. en Je plus. propose on la modifie sur table, si vous en êtes d'accord. Voilà. Concernant votre deuxième question, à quel paragraphe vous référez-vous, C'est s'il vous plaît? dans la motion elle-même. De prendre Il est question de prendre des mesures des impacts du changement climatique sur les vallées et une en adoptant une législation. législation garantissant la protection des populations de ces territoires C'est ainsi que leur quoi? mode de vie, ben, ça veut dire tout simplement aujourd'hui de permettre aux maires, très concrètement, de mener un certain nombre de travaux, notamment relatifs à la loi sur l'eau. C'est-à-dire que, Ah d'accord, oui, pour ne pas c'est pas, caricaturer le c'est par rapport sujet, à. un certain nombre de cours d'eau qui étaient curés à la demande des carriers et qui le faisaient gratuitement parce que globalement ils avaient besoin de ces matériaux. Aujourd'hui, d'une part, on demande l'autorisation. En deuxième lieu, on nous demande de payer des études. Et en troisième lieu, il faut payer les entreprises pour le faire. Bien sûr. Convenez quand même que ça fait beaucoup de dépenses Ouais. pour pas grand-chose. D'accord, donc Tout c'est à fait. ça que vous voulez dire. Tout Ok. à fait. Et ensuite, dans le 1, 2, 3, 4, oui, donc enfin, concernant ce dont on parlait tout à l'heure par rapport à la taxe, euh, moi, je me suis dit qu'il fallait peut-être plus viser le bassin, enfin, tout ce qui est en aval, de, plutôt que le département ou la région. Parce que sur la région, il y aura aussi la plaine du Var, il y aura aussi, et il va y avoir, il y a aussi chaque situation et le bassin versant est aussi important pour chaque rivière et chaque Il me semblait, torrent. pour Donc être il tout me à fait, semblait que c'était intéressant plutôt d'aller dans le sens de c'est-à-dire sur bassin les versant, bassins tels que les plutôt, périmètres sont définis par exemple par l'agence de voilà, l'eau. voilà. Il Moi, me semble que c'est plus, intellectuellement, acceptable. intellectuellement, ça se débat. J'attire tout de même votre attention que, Parce que à le mon avis, département, l'intérêt fiscal en termes de péréquation, bah, je vois pas. c'est tout de même que les métropoles soient dans le périmètre fiscal. Donc, effectivement, si vous incluez toute la région, vous incluez toutes les métropoles, mais vous incluez aussi les problématiques qui sont celles du Mercantour et du Haut-Var, certes, mais vous incluez la participation en termes de péréquation des métropoles de Nice, de Toulon, Provence-Méditerranée et de Marseille. Il faudrait que l'administration fiscale, si le législateur consentait à cette modification, moi, je pense qu'à ce stade, nous ne sommes pas en train de. Enfin, on est en train d'essayer d'inspirer, de passer un message Bah, politique justement. consistant à dire que ce qui semble logique, c'est que globalement, les villes financent l'ensemble des travaux que les montagnes ont à faire pour sécuriser finalement la ressource en eau. C'est en cela qu'on parlait du périmètre départemental ou régional. C'est pour que ça soit acceptable et crédible par rapport à la population. Mais surtout aussi. s'il vous était agréable que nous remplacions cette phrase par à une échelle plus large, à minima départementale, voire régionale, ou pourquoi pas à l'échelle du bassin tel que défini par l'agence de l'eau, enfin on reformulera la phrase, mais en tout cas je crois que le principe nous l'avons compris. Oui. Après, entre vous et moi, ça reste un calcul fiscal qui probablement d'ailleurs ne s'appliquerait pas de la même manière dans notre région sud que par exemple dans les Pyrénées pour différentes raisons. Ce que je crois juste en tout cas, et je crois qu'on partage tous ce message-là,
c'est que, et d'ailleurs je crois qu'il faut souligner que nous avons eu un geste politique tout de même très fort de ne pas lever un seul euro de GEMAPI pendant plus de 3 ans, et donc de le faire 100% en eau frais, ce qui est un cas unique dans toutes les Hautes-Alpes. Donc je crois qu'en termes de geste fiscal, nous avons été exemplaires pour les contribuables briançonnais, et pour autant, on voit bien aujourd'hui que globalement, la masse de travaux qui nous est demandée par rapport à la ressource qui nous est offerte est nulle. Et donc, que ces travaux-là, nous les faisons, en plus de cela, finalement, pour le bassin Gap-Pensée, on les fait, bien entendu, pour l'ensemble de la région et pour qu'ils puissent avoir de l'eau dans le pastis à Marseille. Et pour cela même, voilà. Donc, si vous en êtes d'accord, moi, je vous propose juste qu'on reformule ces deux détails, mais en tout cas, je crois que nous sommes d'accord sur l'essentiel. Tout à fait. Eh bien, c'est une Après, heureuse nouvelle. Après, j'ai bien peur que ça soit un puits sans fond, parce que malheureusement, c'est à fond perdu. C'est-à-dire qu'ils investissent des centaines de milliers d'euros pour des destructions tous les 6 mois. Quoi. Donc, c'est pour ça que, il faut. Par rapport au dérèglement climatique, c'est vraiment en amont encore. Moi, à mon sens, il faut que ce soit le bassin, on est bien d'accord, voire même les agglos, etc. Mais il faut aussi se poser vraiment la question de la véracité de certains investissements sur certains sites. Tout à fait. Si c'est pour reconstruire des passerelles chaque 6 mois dans des vallées, il y a peut-être une autre stratégie à mettre si vous voulez, je crois que c'est des bons débats d'ailleurs, parce que pour vous relater un simple débat que nous avons eu au Parc national des Écrins, il a été décidé sur certains sites, par exemple, de ne plus refaire de passerelle en dur et de la remplacer par des équipements beaucoup plus légers et beaucoup plus souples, de manière à ce qu'effectivement, par exemple sur le glacier noir, le passage de la passerelle entre le glacier noir et le glacier blanc, de manière à ne pas être amené à la refaire régulièrement dès lors qu'on observe qu'on a très concrètement un glacier qui s'effondre, puisque c'est de cela dont nous parlons. Donc je crois qu'à la fois, vous avez raison, et en même temps, il faut aussi qu'on se pose la question, par exemple, quand nous parlons des cours d'eau. Enfin, je crois que les maires qui sont en Haute-Guisane ou en Haute-Romanche le savent très bien, de savoir comment on peut avoir un certain nombre d'équipements qui soient plus solides et qui puissent résister aussi. Alors, c'est sûr que c'est très coûteux, l'endiguement, on est bien d'accord là-dessus, mais à ce stade, ce qui est certain, c'est que nous ne sommes pas capables de faire face à un certain nombre de travaux de réparation, mais nous sommes encore moins capables de faire face à un certain nombre de travaux de protection si jamais ils devaient être durables. Et c'est là que revient le drame. Et c'est pour ça que je crois que ce cri d'alarme, nous devons le pousser tous ensemble auprès du législateur, parce que sinon, en fait, la conclusion de tout ça, c'est merci de ne plus vivre en montagne. Mais enfin, le jour où ce sera un peu plus difficile justement pour avoir de l'eau, et tenter que nous n'ayons que ce seul avantage dans notre territoire. La parole est à Jean-Pierre Pic. Oui, moi je voulais juste dire vis-à-vis de l'État, il faut nous écouter quoi. On a trop de différences avec tous ces gens qui arrivent avec des documents à la main qui vous disent on va faire une étude, nous ça fait bientôt je sais pas au moins 2 ans on a signalé l'histoire que la Romanche avait débordé vers la galerie du Grand Clos. Et il n'y a toujours rien de fait, quoi. Et on s'aperçoit que plus ça va, plus ça grogne, et bientôt, cette galerie va être impactée. Et c'est pas la faute de le dire, mais j'ai l'impression qu'on ne nous écoute pas. Nous, on est sur le terrain, on sait comment que ça marche. Et voilà, écoutez-nous, messieurs les bureaucrates ou Mais soyons, allons au bout du sujet. Ça permet de conclure le débat, vous savez. Moi, je rappelle toujours que les services de l'État, ils ne font qu'appliquer une chose, c'est la loi. Et qu'à un moment, il faut qu'on soit honnête avec nous. Aujourd'hui, la loi telle qu'elle a été votée par les parlementaires, que ce soit pour la GEMAPI, je ne vais pas ouvrir la polémique du zéro artificialisation nette aujourd'hui, on aura bien d'autres moments. Mais la loi, aujourd'hui, elle est faite pour tout, sauf pour la montagne. Voilà. Donc, posez la question à vos parlementaires, qui probablement auront une réponse à vous donner, mais aujourd'hui le sujet est ni plus ni moins que celle de la responsabilité du législateur sur des textes qui ont été extrêmement mal ficelés et qui ne prennent pas en compte la diversité des territoires, ce que je trouve fortement dommageable. Madame Dardenne. Non, pour compléter vos propos, mais aussi pour aborder plus largement le problème, c'est aussi que le législateur n'a pas pris la mesure des conséquences du dérèglement climatique. Et du coup, oui, parce qu'on aura beau faire une loi, elle ne sera jamais adaptée à tous les risques auxquels on peut être confronté. Et le dérèglement climatique va provoquer, pendant les années qui viennent,
encore plus de problèmes et de dégâts. Je vais me Donc, permettre de ne pas rentrer dans un débat politique bah, ou c'est- politicien avec vous, bah mais si, bien je sûr rappelle que c'en est un qu'il de y a un certain débat. nombre de textes, C'est il le y a un débat. certain nombre de textes qui ont Et- été justement votés par une majorité écologiste à l'Assemblée nationale, Non, mais puisque un certain nombre de ces ce qui dispositions s'est passé, ce qui se résultent passe du quinquennat de aujourd'hui. François Hollande, Non, mais et que la réalité, c'est qu'ils ont pris probablement un certain nombre de ces non, vous mesures en comprenez pensant pas bien ce que je faire, viens de dire. mais sans C'est ce qui a penser, été, mais les sans lois qui ont penser été prises, les aux lois qui ont implications. été prises il y a encore 2 ans ou il y a 5 ans ou il y a encore 2 ans, elles ne sont plus valables parce que c'est quelque chose qui nous dépasse. Et c'est bien en amont qu'il faut réfléchir En, dans un tas de domaines, en effectivement, tout état de comment on cause, vit en montagne, où est-ce qu'on urbanise ou pas, et comment on vit en montagne. En tout état de cause, même si nous ne serions probablement pas d'accord sur les conclusions de ce débat, nous partageons les causes et c'est déjà une bien bonne chose. Madame Xhosa avait demandé la parole. Simplement pour dire que on lève la taxe GEMAPI, mais la taxe GEMAPI, ça ne suffira pas à résoudre tous les problèmes. Donc on est véritablement devant un mur parce qu'on ne pourra pas tout payer rien qu'avec cette taxe et on ne peut peut-être pas la multiplier par 10 ou par 20 pour être capable d'aborder les sujets. Donc on a une vraie question, puis une vraie question sur ce qu'on est capable de faire et ce qu'on n'est pas capable de ce qu'on n'est pas capable de faire. Il y a peut-être des choses auxquelles il faut renoncer pour faire des choses plus pragmatiques. Et pas vouloir tout faire très très bien. Très clair, merci beaucoup. Je vais clore ce débat et vous demander de vous exprimer sur cette motion. Y a-t-il des votes contre? Il n'y en a pas. Y a-t-il des abstentions? Il n'y en a pas non plus. Et en demandant à Madame Xhosa François de bien vouloir penser à éteindre son micro, la motion est adoptée et je vous en remercie. La parole est à Monsieur le Premier vice-président pour évoquer le projet Peter. Merci, Monsieur le Président, mes chers collègues. Avec son micro, si tu veux bien. Ce qui ne saurait... Non, il faut appuyer sur... Voilà. Bien. Merci. Donc, en préambule de cette délibération sur le contrôle transfrontalier, comme je le fais l'accoutumée, je vous rappelle qui est l'autorité organisatrice. Comme vous l'avez, elle est communément appelée la TCHAV, la Conférence des Hautes-Vallées. Et elle comporte le Grand Briançonnais, la Maurienne, les Vallées de Suse, le Val Sangone, le Pinerolese en Italie, parce qu'on a considéré sur la frontière que ces collectivités, en tout cas ces territoires, partageaient les mêmes caractéristiques culturelles, environnementales et sociologiques de la vie en montagne. En 2000, ces collectivités ont signé un protocole de coopération qui a donné naissance à la TCHAV. Et depuis 2007, sa naissance sous la forme d'une association de droit italien. C'est parfois important que vous le reteniez, parce qu'on peut considérer quelques différenciations par rapport à l'appréciation qu'on en fait sur le plan légal chez nous. Ensuite, vous exposez ce qui est le cadre légal actuel et jusqu'en 2013. De 2007 à 2013, le plan intégré transfrontalier Les Hautes-Vallées, la montagne réseau a été mis en œuvre dans le cadre d'un programme qui s'appelait les Alpes latines coopération transfrontalière. Depuis lors et pour la période de 2020, c'est celle que l'on connaît, à 2027, Alcotra a lancé des appels à projets, des plans intégrés territoriaux. C'est toujours très compliqué, mais il faut s'y faire si on veut émarger aux offres qui nous sont faites. Et ces plans intégrés territoriaux sont appelés le PIT, Peter Plus. Par délibération du 26 mars 2024, notre communauté s'est engagée à être partenaire du plan de communication et coordination, le PCC du Peter Plus, et chef de file d'un des projets simples du programme porté par les Hautes-Vallées. Compte tenu des compétences de la collectivité en accord avec les autres partenaires, il est proposé qu'elle soit le chef de file, c'est aujourd'hui ce qu'on vous propose, du Peter Plus, Agir, et partenaire du Peter Plus Vivre. Quels sont les enjeux? Ils sont d'une double nature. L'objectif global du Peter Plus Agir est d'anticiper et de réduire l'impact du changement climatique afin d'accroître la résilience socio-économique des Hautes-Vallées en s'appuyant sur l'innovation et l'expérimentation. Il vise notamment à permettre aux entreprises de saisir les opportunités liées à la transition écologique et vers un modèle économique plus durable. On y concourt tous, comme vous le savez, et l'ensemble des discussions que l'on va avoir y contribue. Deuxième paragraphe, le projet Vivre
vise quant à lui à donner aux habitants un véritable sentiment d'appartenance au territoire. On en manque encore des Hautes-Vallées, au-delà de la frontière. Pour cela, il s'agit de développer des services d'intérêt général, facilement identifiables par les transfrontaliers, afin qu'ils puissent bénéficier d'informations et de services où qu'ils se trouvent sur le territoire. Il s'agira également d'échanges de différentes natures, culturelles, sportifs, éducatifs, entre Italie et la France. Avant de vous présenter, Monsieur le Président, si vous me le permettez, ce qui va être la délibération elle-même, pour avoir demandé au service quel est ce que ce texte-là va se traduire sur le terrain, parce que sinon ça ne représente pas grand-chose, c'est du papier, on en fait tel que vous savez. Cette liste opérationnelle à conduire, elle comprend le développement et la consolidation du système d'alerte dans la Clarée. Pour nos collègues de la Clarée, c'est une garantie supplémentaire qui vise certainement à faire en sorte que tout ce qui sont ces frais que l'on récolte par la suite avec la réitération de ces catastrophes peuvent peut-être anticipés. Conduite d'un exercice de gestion de crise transfrontalier, oui, la coordination des services, les moyens qu'il faut, en tout cas l'échange, on voit notamment dans le sens Italie-France, avec le centre hospitalier de Briançon, dont tout le monde reconnaît aujourd'hui l'importance et la centralité, et qui fait que ceux qui viennent chez nous, ceux qui vivent chez nous et qui viennent chez nous, peuvent se sentir couverts dans ce qu'ils attendent du service public. Travaux de réduction des risques sur le Rio Seco, alors c'est un peu bon genevois, pardonnez-moi, solidarité à Mont-Aval transfrontalier, parce que quand là-haut on a le malheur, ils jouent ce week-end par exemple, on a la moitié de la route parallèle du col qui est complètement emportée, il va falloir qu'on y aille, je vais y aller avec les gens de la commune, parce que si on veut attendre, demander des subventions et autres, on n'en sort pas, tant pis. Ça permettra au moins de donner confiance à nos concitoyens et aux chasseurs, parce que quand ils passent, ils veulent passer tout le temps pour aller sur place. Et ça fait aussi partie de la culture locale. C'est pour ça que nous le partageons avec le sourire. Achat d'équipements pour la gestion d'urgence des inondations, oui. Ça, en tout cas, nos pompiers, je te salue. J'aurais pas de mal à t'appeler comme partenaire. Ils en ont besoin, il faut les aider, il faut des moyens qui soient performants, parce que la nuit, quand on a par malchance à intervenir sur le terrain, on s'aperçoit les risques qu'ils prennent et on s'aperçoit de l'ampleur de la tâche dont en peu de temps elle vous ravage un secteur de notre pays. Synthèse et vulgarisation de l'impact du changement climatique sur le développement économique des Hautes-Vallées, oui, parce qu'il faut présenter un cadre d'accueil, de vie, tel qu'on puisse attirer le maximum, même si je sais que souvent je me bats contre les notions de surtourisme. C'est pas du surtourisme. Quand on a du monde, c'est qu'à une période donnée, on a plus de monde parce que les États, qu'ils soient suisses, belges ou autres, ils mettent les vacances au même moment, et par votre conséquence, soit on les fait rester chez eux, mais ils sont bien en vacances, et on les récupère chez nous, pas parce que notre activité est surdimensionnée, sont parce que les politiques que nous sommes ne savent pas se mettre d'accord sur ce qui est un étalement et qui permet de mieux apprécier, de mieux se déplacer et autres, parce que quand on attend des heures pour venir dans l'école qui sont les nôtres, on n'a pas gagné ni sur le plan de l'économie, ni sur le plan de la préservation durable de nos montagnes. Animation Club Climat et du tour dédié aux chefs d'entreprise sur le thème d'innovation et de l'adaptation au changement climatique. Ça, c'est la compétence de la CCB. J'espère qu'on aura l'intelligence, en tout cas j'y contribuerai autant que vous le souhaiterez, pour faire en sorte qu'à notre centre qui aujourd'hui fait modèle, que ces conférences, on puisse les organiser et les faire valoir. S'agissant de la délibération, si vous le voulez bien, je vous passe les vues. Ils sont ceux auxquels vous avez vous-même contribué. Considérant le projet Peter Plus Agir a pour objectif d'anticiper et de réduire l'impact du changement climatique afin d'accroître la résilience socio-économique des Hautes-Vallées, en s'appuyant sur l'innovation et l'expérimentation qu'il vise notamment à permettre aux entreprises de saisir les opportunités liées à la transition écologique en montagne et vers un modèle économique plus durable, qu'il fait état d'un budget total, et c'est à mon avis le plus intéressant de la BLI, de 1 309 300 €, dont 294 000 pour la communauté de communes du Briançonnais, pour une subvention FEDER sollicitée à hauteur de 1 047 440, dont 235 200 € pour la collectivité.
Je vous ai présenté les 2 paragraphes que le protège Peter plus Vivre a pour objectif de donner aux habitants un véritable sentiment d'appartenance au territoire des Hautes-Vallées, au-delà de la frontière, qu'il vise à développer des services d'intérêt général facilement identifiables pour les transfrontaliers, afin qu'ils puissent bénéficier d'informations et de services où qu'ils se trouvent sur le territoire, qu'il s'agira également d'échanges de différentes natures, culturelles, sportifs, éducatifs, entre Italiens et Français, qu'il fait état d'un budget total de 1 625 470 €, dont 28 750 € pour la communauté de communes du Briançonnais, pour une subvention FEDER sollicitée à hauteur de 1 376 000 €, dont 23 000 pour la collectivité. Voilà, mes chers collègues. Merci mon cher Guy. Et on est toujours très satisfait d'aller chercher des fonds européens. Je rappelle d'ailleurs qu'à ce titre, côté département des Hautes-Alpes, nous avons réussi à obtenir quasiment 1,8 million d'euros de fonds européens grâce à la région, et ce pour le projet d'aménagement du col du Lotaré qui est en cours de travaux et qui à ce stade a coûté à la commune la modique somme de 0 €, ce qui est une heureuse nouvelle, de la même manière que la réhabilitation du col de l'Izoard a coûté la modique somme de 0 € à la commune de Servières. Et je crois qu'il faut toujours le préciser, je ne dis pas ça pour des raisons d'économie ou quoi que ce soit, mais la réalité c'est que quand on arrive à aller chercher les bons financements, notamment les financements européens, eh ben on arrive à faire des projets dans lesquels on ne sollicite pas les collectivités. Je crois que c'est des bonnes choses, on les sollicite le moins possible, et ça peut être des gros projets, ça peut être des petits projets. Guy a évoqué le sujet du réseau d'alerte dans la vallée de la Clarée. C'est un sujet que nous avons réussi à financer vraiment de très belle manière à la communauté de communes du Briançonnais, et dès lors que ces sujets nous permettent d'avancer, ben moi je pense que c'est une bonne manière d'utiliser l'Europe. Voilà, mesdames et messieurs. Et il faut considérer quelque chose de très important, ce n'est pas des communes qui sont sur la ligne frontière, c'est des communes qui sont considérées dans une zone qui va très largement au-delà. Vannes, Laragne et autres, souvent quand je discute avec les maires, nos collègues, je leur dis, mais allez-y, parce que, et ça nous revient à toi, notamment, Tout à parce fait. que, avec tes responsabilités au plan du département, mais à nous, qui sommes sur la frontière et qui nous avons l'habitude, il faut les inciter, parce qu'au plus nous sommes appuyés, au plus nous avons de capacité, au moins nous empruntons des impôts, et voilà. Et j'ai oublié du coup de préciser, parce que je vois là-bas que l'angle droit de la salle du conseil, que bien entendu le maire de Villard-d'Arène, il n'a pas payé 1 €. Mais lui, c'est parce qu'il ne voulait pas, c'est différent. Ah, si vous me ressortez l'histoire de qui va payer l'entretien des toilettes, messieurs, vous seriez très incommodes à mon endroit et à ceux des conseillers départementaux ici présents, qui sont très heureux de porter ce projet sur votre beau col qui est une belle porte d'entrée du département. Allez, trêve de plaisanterie, je vais mettre cette délibération aux voix. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions? Je vous remercie, elle est adoptée. La parole est à Jean-Franck Vioujas pour évoquer l'avis que la collectivité a donné, comme toutes les autres intercommunalités, sur le SRADET. Avec micro si c'est possible. Je vous remercie et je m'absente juste 30 secondes. Le SRADET, pour mémoire, schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires. On a tendance à oublier à quoi ça correspond. Le SCOT devra être compatible avec les règles du SRADET. Voilà. Je vous ai fait un petit digeste des chapitres de la délibération, parce que cette délibération fait 6 pages, donc j'ai eu pitié de tout le monde, même si derrière il y a eu beaucoup de travail. Sachant que le premier point, c'est la lutte contre l'artificialisation et protection de la biodiversité, et que ceux qui ont entendu notre Premier ministre s'exprimer cet après-midi a quand même précisé qu'il fallait faire évoluer de façon pragmatique la réglementation. Donc ce que je vous dis aujourd'hui, c'est peut-être sujet à caution dès demain. Ou jamais. En fait, on doit diviser par 2 la consommation foncière, à laquelle s'ajoute 4,5% pour les projets d'envergure nationaux ou européens, sur la période 2021-2030. La trajectoire de réduction sera encore de 50% pour les périodes 2031-2040, puis 2040-2050, et 0 après 2050. Conséquences pour le SCOT. Sur la période 2011-2020, le SRADET a fait une consommation de 51 hectares. Sur la période 2021-2030, le SRADET impose un effort de 54,5%. L'enveloppe disponible est de l'ordre de 23 hectares, dont 12 déjà consommés. Petit calcul de tête, il nous reste 11 hectares jusqu'en 2030.
Sa solidarité, merci. Attends, Permet de préciser que le village olympique étant comme la ZAC de Briançon ou comme les sanatoriums catégorisés en renouvellement urbain, ouais. et non pas mais où tu veux qu'il soit, il est au fort des têtes, cher ami. Ce sera du renouvellement urbain et donc pas d'artificialisation des sols. On peut aussi espérer que les équipements olympiques seront pris en charge par l'État au titre de la répartition nationale. De plus, pour en finir avec la lutte contre l'artificialisation, les secteurs Natura 2000 restent préservés et une nouvelle règle inapplicable impose en sus une bande de 300 mètres. C'est-à-dire qu'il y a des communes, Nevas et pas là, où on peut théoriquement plus rien faire, puisqu'ils sont en Natura 2000 et ce qui n'est pas en Natura 2000 est dans la bande des 300 mètres. Voilà, pour l'artificialisation des sols. Prévention et gestion des déchets. Les objectifs définis par le SRADET sont réalisables et dans la trajectoire visée. Donc Jean-Marc, tu n'auras pas à faire plus d'efforts, mais il faut maintenir la trajectoire. Mobilité. Le SRADET insiste sur le désenclavement des Alpes du Sud, notamment en favorisant la liaison par la gare d'Oulx. Il convient de souligner que cette liaison par car n'est aujourd'hui plus assurée. C'est ce qu'on met dans la délibération. À noter que dans le cadre du développement de sa compétence tourisme et transport, la région a contribué à la création de la ligne Nouvelle-Provence-Côte d'Azur. Les premières ressources mobilisées sont la mise en place d'une part régionale sur la taxe de séjour et sur les locaux de bureaux, commerciaux, de stockage, de stationnement. Le périmètre de la nouvelle taxe envisagée doit être défini, d'en mesurer l'impact sur la fiscalité locale et préciser quels investissements seront réalisés pour améliorer l'accessibilité de l'espace alpin. C'est bien beau d'avoir une nouvelle taxe, il faut savoir qui va en bénéficier et comment elle va être prélevée. Ressources en eau et risques naturels. Les spécificités des territoires de montagne pourraient être mieux prises en compte. Le phénomène des crues torrentielles est à différencier des inondations des villes du littoral. Le changement climatique a un impact non négligeable sur les territoires de montagne. L'outil STETPRIM, stratégie territoriale pour la préservation des risques en montagne, doit être cité, ce qui n'est pas le cas actuellement. Transition énergétique et qualité architecturale et paysagère. Le SRADET promeut le développement du photovoltaïque dans et sur les espaces urbanisés. Le SRADET semble ne pas prendre en compte la qualité architecturale et paysagère des territoires. C'est en fait 70% des espaces du SCOT qui sont soumis à de fortes contraintes. Le positionnement de l'ABF devra tenir compte de ces contraintes pour ne pas entraver le déploiement des énergies renouvelables, photovoltaïques en particulier. C'est acquis, mais c'est mieux quand c'est écrit, même si on se répète. Stratégie aéroportuaire. Le SCOT du Briançonnais n'est pas impacté par cette thématique. Cependant, il semble pertinent de pointer la présence sur le territoire de la CCB de la base hélicoptère à Villa-Saint-Pancras. Voilà un petit résumé de la... Merci. Merci, cher Jean-Franck, du travail qui a été réalisé pour que la CCB donne un avis sur le SRADET. Je rappelle que le SRADET est ni plus ni moins que l'application de la loi climat résilience. Donc, dans tous les cas, le texte s'applique. Voilà. Même si la déclaration de politique générale que nous avons entendue laisse penser que des modifications sur ce sujet, notamment sur le ZAN, pourraient être apportées, mais à ce stade, difficile de faire des conjectures. En tout état de cause, nous donnons notre avis de manière constructive sur le SRADET. Voilà, je ne sais pas si ça appelle à des remarques ou à des questions de votre part. Oui, monsieur Finn. Jean-Franck, le SRADET version 2024 par rapport au SRADET version 2019, il a refermé les portes, il a ouvert un petit peu, ou on est exactement sur la même trajectoire? On est sur la même trajectoire, sauf qu'il il a intégré le ZAN. Il a intégré le ZAN, mais on est sur la même trajectoire. Sur la même trajectoire. Deuxièmement, moi ce que je constate quand même, c'est que à une époque, la vision régionale du territoire nord de la région, c'était plutôt un espace naturel et un espace de jeu pour la population urbaine. Ce que je trouve depuis quand même 2019, c'est que la vision régionale a grandement évolué sur par rapport à la vision de notre territoire, qui devient quand même un territoire dans lequel il y a une vision économique et une vision, il me semble, de tenue des populations sur le pays. C'est pas assez, on le sait,
mais il y a quand même cette dimension-là qui me semble être intéressante à considérer. Voilà. Moi, j'en suis enfin, là, c'est prêcher un convaincu pour ma part, puisque je ne veux pas faire l'apologie de la politique régionale, puisque tout le monde sait, je pense, à la fois le soutien que j'apporte au président Muselier et l'amitié que j'éprouve pour lui, mais cela dit, il y a encore quelques années, les espaces valléens, ça n'existait pas, les contrastations, ça n'existait pas, les contrastations, ils ont existé à 50 millions d'euros, ils existent maintenant à 100 millions d'euros. Accessoirement, le projet central, tout de même, de la mandature régionale, c'est les Jeux Olympiques et donc le désenclavement ferroviaire. Ça a été redit ces derniers jours avec tout de même des sujets d'investissement majeurs, à la fois sur le côté État et donc sur l'AOT État pour le train de nuit et bien entendu sur l'aspect LER et TER pardon, et donc la responsabilité régionale. Donc oui, moi j'ai le sentiment que déjà dans l'été politique publique, notre territoire n'a jamais été autant aidé d'une part, considéré de l'autre, et d'autre part que le SRADET fait la part belle à une vision qui me semble être équilibrée entre la préservation des espaces naturels. D'ailleurs, je rappelle que la région est à l'œuvre sur à la fois l'entretien et le développement des parcs régionaux et de l'ensemble des zones de protection, et que ces sujets-là, ils sont d'ailleurs difficiles. C'est pas le rapporteur de cette délibération qui ne vous le dira, puisqu'il est largement concerné, mais en tout cas, sur les aspects de préservation de l'environnement, je crois que la région est vraiment en pointe aujourd'hui, et pour autant, elle se doit d'appliquer ce qui est la loi climat et résilience, dont on voit bien aujourd'hui qu'elle a tout de même deux écueils. Le premier, c'est la prise en compte des projets d'envergure nationale, puisque ça veut dire que le foncier qui nous est enlevé à chacune de notre commune, il est déduit d'un projet comme par exemple celui de la LGV entre Aix-en-Provence et Nice. Et on peut se poser la question de savoir pourquoi il n'est pas enlevé au seul département concerné par la LGV. Et finalement, pourquoi dans le comptage final, les Hautes-Alpes se voient obérées d'un foncier dont elles pourraient avoir besoin. Et je trouve que finalement, cette loi, et je ne sais pas ce que vous en pensez, mais elle fait tout de même la part belle aux mauvais élèves. C'est-à-dire que paradoxalement, plus vous avez construit dans les 10 dernières années, si vous avez été des très très mauvais élèves en termes d'artificialisation des sols, ben vous avez plus à construire que ceux qui finalement ont préservé l'environnement dans leur commune. Donc la philosophie même de l'équation mathématique qui prévoit ce texte de loi, à mon avis, elle va dans le mauvais sens, puisqu'aujourd'hui, elle punit finalement celles et ceux qui ont tâché de préserver leur commune, leur village, leur hameau, et ça c'est une mauvaise chose, et surtout, elle ne permet pas de souplesse, et j'ai le sentiment que de toute façon, nous serons obligés d'y revenir, parce que même si je suis intimement persuadé que nous sommes nombreux à partager la volonté de ne pas construire n'importe comment ou de plus en plus loin, pour autant, nous voyons bien aujourd'hui la crise du logement auquel nous faisons face, et à un moment c'est tout de même compliqué de dire à nos administrés que dès lors que tous nos PLU s'appliqueront, nous nous retrouvons dans une situation où de toute façon, dans moins de 10 ans, nous ne pourrons plus signer un seul permis de construire sur un seul terrain, si ce n'est que sur des sujets déjà construits. Ça va être, à mon avis, pour certains territoires dont les nôtres, une difficulté énorme pour répondre à la crise du logement, d'autant plus que le ZAN va participer de l'inflation et de la hausse des prix de l'immobilier. Moi, je suis toujours très favorable, non pas aux zéro artificialisation nette, mais en tout cas à la préservation de nos espaces réservés, parce que je pense qu'on est tous conscients qu'on n'a pas envie de construire n'importe où, mais pour autant, on voit bien qu'aujourd'hui, le sujet va être difficile. Bon, en tout état de cause, pour rebondir sur votre remarque, moi je partage le fait que nous soyons devenus aujourd'hui l'une des centralités de la région, et c'est une Et le très SRADET bonne chose. insiste aussi sur le désenclavement des Alpes. Tout à Ce qui n'était pas dans la... Ça, c'est une évolution. Avec le micro, s'il vous plaît. Non. Voilà. Voilà. Je reviens sur ce qui a été dit par rapport à la gare d'Oulx, qui est un maillon important. Il y a aussi il y a la future gare Suse que l'on a déjà, on en a déjà évoqué, hein, qu'il faudra regarder comment est-ce qu'on va pouvoir intégrer cette chose-là, sachant que cette gare sera à 3 heures de Paris et à 2 heures de Marseille, quoi. Et ça me permet d'ailleurs de vous informer que pas plus tard que la semaine dernière, nos services ont participé à une première réunion de l'étude TELT, qui est justement commanditée, l'étude TELT, pour imaginer la connexion entre les territoires voisins de la future ligne TGV passant par le Lyon-Turin et justement les nouvelles gares. Même si à ce stade, nous préférerions déjà que la liaison avec Oulx soit rétablie, à la fois par le tunnel et aussi par la liaison de transport. Mais je vous informe là aussi que sur ce sujet,
Je ne sais pas si nous aurons des avancées, mais je crois en tout cas que nous avons, pas plus tard qu'il y a 10 jours, abordé le sujet de manière extrêmement précise et en proposant un certain nombre de solutions avec la SNCF et la région. Je préfère pas vous en faire part dans le détail tant qu'elles ne sont pas validées, mais en tout cas j'espère avoir des nouvelles intéressantes à vous donner, favorables, optimistes sur ce dossier dans les semaines qui viennent, même si vous le savez, on est tout de même d'ores et déjà suspendu à la réouverture du tunnel de la Maurienne, en tout cas le tunnel ferroviaire. Mesdames et messieurs, je vais mettre l'avis du SCOT aux voix. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions? Il n'y en a pas, il est adopté. Je remercie vraiment Jean-Franck et l'ensemble des services pour leur travail. La parole est à Jean-Marc Chiapponi qui va vous présenter un paquet de 5 délibérations qui concernent les déchets, l'assainissement et la fourrière. Il est extrêmement motivé, en très grande forme, et il va vous faire part de ces belles délibérations. Merci, Président. Cela concerne l'offre de concours faite par un riverain d'un chantier de dévoiement de réseau sur la commune de Sey-Chaffré. Par cette offre, le riverain pourra se raccorder gravitairement sur le réseau de la collectivité et évitera l'utilisation d'une pompe de relevage. La CCB réalisera donc un dévoiement légèrement plus long et le riverain prendra en charge le surcoût pour ce travail. Madame le maire est d'accord? Ça a été validé avec la mairie de Sey-Chaffré en commission. Madame le maire, non seulement elle est d'accord, mais bien évidemment, elle remercie la communauté de communes, puisque effectivement, on a pu échanger par rapport à ce cas particulier. On a trouvé une solution ensemble, donc dans le cadre de travaux que nous on fait sur le quartier de la Portette. Donc, je vous remercie. Enfin, je ne veux pas présager du vote. Non, mais moi je fais part d'un peu de jalousie puisque je remercie que les élus prennent la parole pour remercier que quand c'est Jean-Marc Chiapponi qui présente des délibérations. Ah, mais qu'est-ce que tu veux, c'est ça. Ça a été fait de consensus. C'est Jean-Marc. Voilà, on voit ça. Je vais donc mettre cette délibération aux voix. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions? Je vous remercie, elle est adoptée. Vous avez à nouveau la parole. C'est la rétrocession de la station d'épuration de Montgenèvre. Depuis le raccordement du réseau d'eau usée, donc la station est obsolète. Les bâtiments les ouvrages ont été dépollués mais non déconstruits. Et donc aujourd'hui, ça n'a plus aucune utilité pour la CCB. Donc c'est retrocédé à la commune de Montgenèvre qui se chargera des travaux pour une utilisation quelconque. Mais c'est pas un cadeau qui a été fait à la commune de Montgenèvre parce que c'est pas déconstruit, je tiens à préciser. À qui il s'agira de négocier avec le président de la commune et autres les moyens de déconstruire un engin qu'on avait payé du sceau de nos habitants, exactement. On va faire appel au fonds et deuxièmement, pour lequel je dois vous avouer qu'avec l'État, j'ai eu des rapports un peu compliqués parce qu'à force de mettre là-bas autour tout ce qu'il ne faut pas en termes d'environnement, tout ce qu'il ne faut pas en termes de mise en scène, j'allais dire remarquable de la Durance, mérite qu'ensemble, mais j'ai déjà, si tu me le permets, ton engagement à défaut de la réponse. Je voudrais juste te confirmer officiellement qu'il faut voir ce sujet avec Jean-Marc Chiapponi, ce qui permettra de le remercier probablement lors d'un prochain conseil communautaire. Mais moi, je me sens absolument pas habilité, n'étant pas assez expert sur ces sujets qui sont extrêmement complexes. Alors, on va conclure là-dessus, c'est-à-dire que j'obtempère pas à la délibération et je ne le fais que lorsque je serai assuré d'une collaboration que tu voudras bien, Jean-Marc, nous apporter. D'ailleurs, tu le fais déjà d'abord. Parce qu'avec les bennes que tu mets là-haut, mille merci, parce que je dois vous avouer qu'entre nous, je regarde Pierre un peu, parce que toujours quand il est venu à Montgenèvre. Et tu me remercies. Écoute, chaque moment en son temps. Non, mais ce qu'il faut, c'est avoir un regard sur la préservation du territoire qui soit un regard global, qui soit égal avec toutes les collectivités et qui soit manifeste. Monsieur le Président. Bon, écoutez, c'est très clair. En tout état de cause, enfin non, c'est pas très clair, mais on va céder quand même la station. et pour la suite, c'est comme l'éclecte. Des fois, ça prend un peu de temps. Voilà. Mais je ne doute pas que nous trouverons. Non, mais c'était un vaste sous-entendu à tellement d'autres dossiers qui ont été si difficiles. Voilà. Je vais donc mettre la rétrocession de la station aux voix. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions? Je vous remercie. Elle est adoptée. Jean-Marc, tu as à nouveau la parole. Exonération de la TOM pour les
les professionnels qui n'utilisent pas en aucun cas les services de la collectivité. C'est comme tous les ans, il y a 12 entreprises qui ont sollicité cette exonération pour un montant de 73 000 euros. Les années précédentes, c'était autour beaucoup plus de 95 000 euros, mais il y a eu, du fait du changement d'enseigne de Casino, qui n'a pas sollicité cette exonération cette année, malgré les relances de la collectivité. Donc, ils seront assujettis à la redevance à hauteur de 20 et quelques mille euros. Voilà. Merci beaucoup. S'il n'y a pas de remarque, je vais mettre cette délibération en voie. S'il n'y a ni opposition ni abstention, elle est adoptée. Et enfin, une dernière délib de gestion des déchets, une délibération fourrière, s'il te plaît. Non, c'était il y a la présentation du rapport annuel. Alors, malgré ce qu'a dit Jean-Franck, qui nous exonère le service de faire des efforts, ce rapport annuel précise bien tous les efforts qui sont faits pour la qualité du service. Donc, je ne m'étendrai pas plus sur ce rapport qui a fait l'objet d'une commission spécifique lundi dernier. Très bien. Je vais donc mettre ce rapport aux voix. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions? Je vous remercie. Il est adopté. Et enfin, le mode de gestion de la fourrière. Voilà. C'est l'approbation du principe de recours à une délégation de service public. Aujourd'hui, on fait appel à un prestataire de service et on est plus ou moins satisfait. Il y a des problèmes, on ne peut pas continuer comme ça. Et peut-être, il nous semble que la solution, ce sera de passer par une DSP. Après, faut-il qu'on ait des candidats sur ce DSP? Mais elle sera lancée. Merci. Est-ce que ça appelle à des questions sur la fourrière? Très bien, merci. Je vais mettre cette délibération en voie. S'il n'y a ni opposition ni abstention, je la considère comme adoptée. Il me revient de vous proposer par anticipation le déclassement du domaine public de l'ensemble immobilier des Cordeliers où nous nous trouvons actuellement, puisque je vous rappelle qu'un appel à manifestation d'intérêt est en cours pour céder ce bâtiment et que pour ce faire, il faudra le déclasser. Nous avons proposé de le déclasser en espérant que nous ayons dans les semaines qui viennent un beau projet sur ce bâtiment. Naturellement, nous aurons à y travailler tous ensemble dès lors que l'AMI sera terminée. Est-ce que ça appelle à des remarques ou des questions? Si ça n'en appelle pas. Oui, monsieur Nussbaum. Avec le micro, s'il te plaît. Est vraiment impliqué dans ce déclassement? Parce qu'il y a une petite caisse en jeu, là, je crois. Ah mais oui, c'est vrai. Ah mais oui, heureux de rappeler. Mais oui, heureux de rappeler... Mais tu es sûr que c'était sur celui-là ou c'était sur la... Oui? Très bien. Donc il est assez probable que M. Schwartz me doive, et comme il vient de me le rappeler que j'avais oublié, je propose de la partager avec Richard Nussbaum, et j'écouterai les débats du Conseil, mais je crains que ça soit une caisse de Bourgogne. M. Schwartz, cher ami. Très bien. Vous voudrez bien vous débrouiller entre vous, et si vous avez besoin d'un conciliateur, vous pouvez appeler Jean-Marc Chiapponi. Chers collègues, je mets cette délibération au voie. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions? Je vous remercie. 1-0, balle au centre. Il y a une abstention de la part de Madame Dardenne, qui n'aime pas le vin. Je vous remercie. La parole est à Jean-Pierre Pic, dont je dois dire que j'ai plaisir à ce que ce soit lui qui présente cette délibération, parce que je crois qu'il est heureux de vous la présenter. Alors, je vais déjà vous présenter la numéro 18. Donc, c'est la communauté de communes du Briançonnais est compétente en matière de la petite enfance, et notamment pour les crèches. La crèche de Montgenèvre est gérée par la commune de Montgenèvre suite à une convention de délégation de gestion depuis 2010. Cette convention est renouvelée par avant chaque année. Le dernier prend fin le 31 décembre 2024. Il s'agit de renouveler cette convention de gestion pour une durée d'1 an. Donc, tu as inversé la 19 et la 18, mais c'est pas grave. Et si ça convient au maire de Montgenèvre, je vais vous proposer d'adopter la délibération 19 avant la 18. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions? Je vous remercie. Je sens que c'est plus facile de voter pour les crèches que pour les anciennes stations d'épuration. Et je repasse la parole à Jean-Pierre Pic pour parler du sujet qui lui tient probablement plus à cœur, c'est-à-dire du centre de secours. Exactement. L'opération de construction du centre d'incendie de secours, le CIS de la Grave, a nécessité l'acquisition de terrains et de délaissés de voiries appartenant, entre autres, au département des Hautes-Alpes.
Le département a cédé ces terrains à la communauté de communes du Briançonnais à l'euro symbolique. Par ailleurs, la destruction du bâtiment du col du Lotaret appartenant au département, il a été utilisé pour le remisage d'un engin de déneigement, a conduit le département à rechercher des locaux de remplacement à proximité. L'opportunité de construction d'une travée supplémentaire accordée au CIS de la Grave a été validée. Donc celle-ci désigne la communauté de communes du Briançonnais comme maître d'ouvrage pour la réalisation des travaux et définit les postes, dépenses et les montants que le département devra rembourser à la communauté de communes du Briançonnais. La division en volume comprend 3 zones. Donc le volume 1, locaux du CIS, le rez-de-chaussée. Le volume 2, ça appartient au centre d'incendie et de secours. Le volume 2, garage du département et les terrasses couvertes situées au-dessus du garage. Le département utilisé par le SDIS et propriété de la CCB. L'objet de la présente déclaration est de valider la division en volume réalisée par le géomètre et l'autorité du président a signé l'acte de cession de volume le volume 2 au département, pardon, excusez-moi. Donc, c'est merveilleux. Donc je vais vous proposer de le voter tout simplement. Chacun chez soi et surtout on a une belle caserne. Je voulais je la mets aux voix. Remercier d'avoir construit une si belle caserne qui fait ses preuves et qui tourne plein pot. Voilà. Ça nous a permis de recruter 5 personnes, enfin ainsi de suite. Et nous, on remercie les pompiers qui donnent de leur temps et sur un village comme Villard-d'Arène ou comme La Grave, avoir autant de pompiers pour sécuriser notre territoire, c'est, je crois, vraiment un très bel exemple d'engagement. Je mets cette délibération aux voix. Oui, pardon. Juste tant que j'ai la parole, je voulais vous remercier tous et toutes pour le geste que vous faites. C'est vrai que voilà, on en a bien besoin et on s'aperçoit que c'est pas fini, qu'il y a encore beaucoup d'efforts à faire et on s'y met tous les jours en fait. Merci, je vais en parler justement juste après vous avoir proposé de voter cette délibération. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions? Je vous remercie, elle est adoptée. Et donc ça appelle justement à la question que vient de poser Jean-Franck, le FSST et la dotation exceptionnelle, en vous précisant juste, parce que j'avais eu des questions, j'y ai répondu par mail, que cette programmation nous laisse, pour clôturer l'année, 4 demandes en instance, pour à peu près 30 000 €. En réalité, c'est quasiment le montant de la dotation exceptionnelle que nous allons accorder à La Grave, pardon. Il y a 3 demandes de Montgenèvre pour une vingtaine de milliers d'euros, une demande de Névache pour 9 000 €. Il va de soi qu'on les présentera dès la programmation rouverte sur les nouveaux crédits. À ce stade, on a soldé depuis 4 ans 100% de toutes les demandes. Hormis ces 4 demandes, il va de soi qu'on les... oui, allez-y, alors monsieur Faubert, mais je vais peut-être juste finir de présenter tout de même, puisque nous avons du coup 3 opérations. Une demande de Servières pour 3 810,80 €, 39 000 € pour la commune de Briançon, pour la galerie Paul Blin, et 16 908 € pour l'amélioration et la création de parking. Monsieur Faubert. Simplement préciser qu'il n'y ait pas de malentendu, la commune de Puy-Saint-Pierre a aussi déposé un dossier qui n'a pas pu être honoré à cette session-là. Alors je ne l'avais pas dans mes demandes d'arbitrage, j'imagine que c'est récent, c'est pour ça. Mais de toute façon, il est enregistré, il n'y a aucun problème là-dessus s'il a été déposé. Oui, et juste peut-être justement pour le calendrier 2025, si on pouvait avoir en amont le calendrier pour déposer les dossiers, peut-être savoir si l'année prochaine il y aura à nouveau plusieurs sessions comme c'était le cas les précédentes années et auquel cas pouvoir déposer dès le début de l'année l'ensemble des demandes pour l'année 2025. J'imagine que sur une dernière année de mandat il va y avoir beaucoup de demandes, enfin voilà, qu'on puisse qu'on puisse anticiper. On a vécu une année un peu exceptionnelle parce qu'on était vraiment dans l'année un peu charnière dans laquelle tout le monde a lancé les travaux. Mais ok pour cela, on va phaser le plus possible et en tout cas, on peut même peut-être faire quelque chose de très simple, c'est que nous pouvons faire une petite réunion au début d'exécution budgétaire pour qu'éventuellement tout le monde fasse part et qu'on ait un peu de visibilité, qu'on voit si ça rentre, si ça rentre pas, et que si ça rentre pas, on fasse du façage en début d'année. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Dès lors. Juste pour clore, voilà, c'est vrai qu'on a été un peu déconcerté quand vous avez annoncé au Conseil communautaire du mois de juin que, contrairement aux précédentes années, il n'y aurait eu qu'une session. Et il y a peut-être des communes comme la mienne qui, voilà, n'avaient déposé qu'un dossier en début d'année, pensant qu'il y aurait d'autres sessions.
Voilà, donc Je- juste je- par souci de Non, non, mais lisibilité il y a aucun sur le problème. calendrier. Et juste Merci. pour faire la clarté d'ailleurs sur les éléments que je vous ai apportés, parce que je crois que ça concerne au moins la moitié des communes. Chers collègues, c'est un sujet important. Je demande au service de faire la chasse aux subventions que vous avez adoptées et qui n'ont pas été exécutées. Je le dis puisque nous avons globalement plusieurs centaines de milliers de crédits qui sont dehors. Donc, dès lors qu'on peut rendre caduques les subventions, on les rend caduques, on les réaffecte, c'est ce qu'on fait là. Mais pour être tout à fait honnête avec nous, quand on a plus de 200 000 euros de crédits qui sont votés mais qui sont non exécutés, alors ça s'entend parce que parfois vous lancez des projets dans vos communes et ils ne peuvent pas se réaliser. Ce que je crains, c'est que parfois vous pouvez aussi demander les subventions un peu tôt. Si les études n'ont pas été menées et qu'en réalité vous savez d'ores et déjà qu'en fait sur l'année vous n'allez pas pouvoir les engager, rassurez-vous, je ne comptais pas vous proposer de supprimer le fonds l'année prochaine. Donc il n'y a pas de course à avoir les fonds en premier. Vous avez voté ce fonds, on l'a sanctuarisé, il appartient aux communes. Donc il n'y a juste pas de sujet là-dessus. Et je crois d'ailleurs qu'on peut être fier d'avoir fait ce geste pour notre territoire et d'avoir investi autant en faveur des communes. Et d'ailleurs, quand on prend les chiffres de la péréquation, tout le monde est bien doté. Tout le monde est très bien doté. Voilà. Je crois qu'en fin de mandat, je procéderai à quelques classements eu égard à la population INSEE, à la population DGF. Mais quel que soit l'angle dont on regarde les calculs, je crois que tout le monde a permis en tout cas de réaliser ces projets. Et même si on se sourit un peu entre nous sur ces sujets-là, parce que dès lors qu'on parle d'argent, c'est bien normal, mais entre vous et moi, le sujet était tout simplement, alors qu'on vit une période d'inflation et qu'on a eu des explosions de coûts, de pouvoir nous permettre collectivement de faire aboutir les projets. Tu souhaitais avoir la parole, mon cher Eric. Simplement pour corroborer tes propos, je pense qu'autour de la table, l'ensemble des maires, de manière unanime, peuvent remercier cette prise de décision quant à la création de ce fonds qui a réellement permis de donner un coup de boost à un certain nombre de projets qui ne se seraient pas réalisés si nous n'avions pas mis ce fonds en place. Et je te remercie de le dire, j'y suis très sensible, d'autant plus que dans la continuité de la discussion que nous avons eue tout à l'heure, ça veut dire que dans le même temps où nous ne levions pas des taxes pour réaliser des travaux quand même, nous réservions une partie de notre budget pour les communes, tout en menant un chantier à 20 millions d'euros. Alors nous sommes très subventionnés, c'est tant mieux, mais ça veut aussi dire que nous avons su, je le crois, gérer de manière à la fois efficace et en préservant les deniers publics le budget de notre collectivité. Alors c'est toujours à la fin de la foire qu'on compte les bouses, voilà. Puis après il y a les retours de foire. Et comme on n'est ni à la fin de la foire et encore moins en retour de foire, on s'abstiendra de faire un bilan, mais moi en tout cas je suis très heureux qu'on puisse investir pour le territoire. Voilà. Je vais donc mettre cette délibération aux voix, chers collègues. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions? Elle est adoptée. La séance est levée, sauf si Pierre Leroy veut la parole. Moi j'ai juste une dernière chose à vous dire. Je voulais tout simplement souhaiter un très bon anniversaire à Marine Michel. Monsieur Leroy, vous avez la parole. Quand c'est rouge, c'est que tu as... C'est bon. Juste deux petites informations rapides. Comme vous le savez, on a commencé le tour des communes, des villages sur la mobilité. Donc pour l'instant, on a fait les communes des Puys, les communes de la Clarée, la commune de Montgenèvre. Bientôt, on sera dans la Romanche, là, dans quelques jours. Juste pour vous dire que ces réunions, c'est un point d'étape sur le travail qu'on a mené tous ensemble sur la mobilité, et surtout, ça permet d'avoir des retours, d'informer la population sur les possibilités de mobilité, mais aussi d'avoir des questions auxquelles on tente de répondre, des propositions des citoyens. Ça se passe très bien, c'est très intéressant. Il y a entre 15 et 25 personnes à ces réunions, donc ça vaut le coup, parce que les gens vraiment sont demandeurs. Pour les maires qui souhaitent qu'on puisse venir dans leur commune, vous pouvez demander soit Isabelle Bonhomme, soit me le faire parvenir, et on continuera le trajet pour aller dans les communes qui le souhaitent. Voilà, ça c'était la première information. Je remercie d'ailleurs les maires et les conseillers municipaux qui sont présents à ces réunions, parce que pour eux c'est intéressant de voir ce qu'ont leurs concitoyens dans la tête et ce qu'ils souhaitent. Donc il
Il y a eu des discussions, même sur des aménagements de la commune qui ont eu lieu lors de ces réunions, et je pense que ça vaut le coup. L'autre information, c'est vous dire que vous êtes évidemment conviés le 12 octobre, le samedi à 16 h, sur le sentier d'art depuis Saint-André pour la 3e année. On inaugure ce sentier avec les artistes qui sont en résidence pendant 3 semaines. Donc il y a 3 nouveaux artistes internationaux qui sont en ce moment en plein travail sur ce sentier. Il y a un travail avec le Centre d'art contemporain, avec pas mal de structures. Donc vous êtes évidemment invités sur le sentier le 12 octobre à 16 h. Et Jean-Marc Caponi fait partie des 3 artistes internationaux présents. Bien sûr. Voilà. Agréable soirée à toutes et à tous. Merci beaucoup. La séance est levée. Merci, merci Président. Je rappelle à tous les maires du Conseil communautaire l'inauguration du refuge du Clos des Vaches qui aura lieu donc le 18 octobre, auquel vous êtes cordialement invités. Si les maires ne peuvent pas se déplacer, les conseillers communautaires sont les bienvenus. Merci.